Je revois encore cette nuit où tout a basculé. La silhouette de Marguerite Dubois, drapée dans une robe émeraude scintillante, traversant le hall de marbre du Ritz comme une apparition. Elle souriait à ses invités, mais son regard fuyait vers une ombre invisible. Quelques heures plus tard, elle disparaissait, laissant derrière elle une suite vide et un parfum obsédant de jasmin. J'étais son chauffeur privé depuis 8 ans. Je connaissais ses habitudes, ses silences, ses confidences murmurées dans la pénombre de la voiture, mais jamais je n'aurais imaginé qu'un soir de gala se transformerait en cauchemar. Ses bijoux Cartier brillaient encore sur la coiffeuse quand la police est arrivée, mais elle s'était volatilisée. Autour d'elle gravitaient ministres, magnates de la finance et artistes célèbres. Tous semblaient fascinés par son éclat, mais je savais que derrière les sourires se cachait jalousie, pacte secret et passion interdite. Marguerite vivait dans un monde où chaque dîner pouvait décider du destin d'une fortune ou d'une vie. Les rumeurs se sont propagées aussitôt. Une fuite amoureuse, un enlèvement, ou pire encore. Mais ce que personne ne savait, c'est que j'avais entendu dans la voiture un échange troublant la veille de sa disparition. Des voix basses, des promesses brisées, et un nom prononcé que je n'ose répéter même aujourd'hui. Ce récit, je le porte comme un fardeau. J'ai vu les regards, j'ai senti la peur dans les couloirs de marbre, et je garde en mémoire l'écho de ces derniers mots. Marguerite n'a pas seulement disparu. Elle a été effacée d'un monde qui préfère le silence à la vérité. Et c'est moi, témoin impuissant, qui vais tout raconter. Je m'appelle André Morel, et pendant des années, j'ai conduit Marguerite Dubois à travers Paris, de ses soirées les plus fastueuses à ses rendez-vous les plus secrets. Je n'étais qu'un chauffeur, certes, mais dans ma position, j'entendais des confidences que même ses amis les plus proches ignoraient. Marguerite appartenait à ce cercle étincelant où l'argent efface presque tout, sauf la solitude. Son monde était fait de villas au Cap d'Antibes, de dîners aux chandelles sur des yachts italiens, de champagne versé dans des flûtes en cristal. Pourtant, derrière chaque sourire de façade, je percevais la fatigue d'une femme cernée par des attentes impossibles. Je la voyais descendre l'escalier de marbre de son hôtel particulier, couverte de diamants et d'étoiles de presse, mais je savais qu'au fond de son regard se cachait une inquiétude constante. Ce mélange de fascination et de peur, c'est ce qui l'entourait, chaque soir, chaque rencontre. Lorsque la nouvelle de sa disparition a éclaté, les journaux ont crié au scandale. La police a multiplié les fausses pistes, et les familles de la haute société se sont empressées d'étouffer l'affaire. Mais moi, je ne pouvais plus me taire. J'avais été témoin de ces confidences. J'avais vu de trop près l'engrenage qui allait l'avaler. C'est pourquoi je vous raconte cette histoire. Non pas pour me protéger, mais pour lui rendre justice. Car la vérité sur Marguerite Dubois n'est pas seulement une énigme mondaine, c'est le miroir d'un monde où luxe et pouvoir s'entrelacent avec trahison et silence. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Le soir de sa disparition, Marguerite m'avait demandé de la conduire au Ritz. Elle portait une robe verte, brodée de pierres fines, qui semblait absorber chaque rayon de lumière. Son parfum flottait dans l'habitacle de la voiture, un mélange troublant de jasmin et de musc, comme si elle avait voulu laisser une empreinte éternelle. Pendant le trajet, elle est restée silencieuse, le regard perdu dans les lumières de la ville. Paris brillait, mais elle s'éteignait peu à peu. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ajustait son bracelet Cartier. J'ai osé lui demander si tout allait bien. Elle a souri, mais ce sourire m'a glacé. Il n'avait rien de sincère. À l'entrée du Ritz, les flashs des photographes crépitaient. Les invités, ministres et magnates, se pressaient autour d'elle. Moi, je suis resté à distance, comme toujours, observant cette femme que le monde adulait, mais que j'étais peut-être le seul à voir fragile. J'ai remarqué qu'elle cherchait quelqu'un du regard, nerveuse, presque inquiète. 1 heure plus tard, je l'ai revue sur la terrasse du bar, une coupe de champagne à la main. Elle riait, mais ses yeux disaient autre chose. Elle parlait avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, costume sombre, regard perçant. Leur conversation semblait tendue, ponctuée de gestes brusques. Quand elle est revenue vers moi pour récupérer une enveloppe qu'elle m'avait demandé de garder, son ton était pressé. « André, donne-la-moi maintenant », m'a-t-elle dit à voix basse. Ses doigts étaient froids lorsqu'ils ont frôlé les miens. Je n'ai jamais su ce que contenait cette enveloppe, mais je savais qu'elle pesait plus qu'un simple papier. Peu après minuit, elle a quitté le gala sans prévenir personne. Elle m'a demandé de rester à l'entrée avec la voiture en marche. Je l'ai vue descendre les marches seule, son châle de soie glissant sur ses épaules. Ses talons claquaient contre le marbre, écho sinistre dans la nuit. Elle était montée rapidement à l'arrière, s'installant dans l'ombre. Sa voix tremblait quand elle m'a dit « Conduis-moi à Neuilly, mais prends les quais, je ne veux pas qu'on nous suive ». Jamais elle ne m'avait donné un ordre aussi direct, presque désespéré. Tout au long du trajet, elle regardait derrière elle, comme si une menace invisible nous poursuivait. J'ai voulu poser des questions, mais son regard m'a réduit au silence. Ses yeux, remplis d'angoisse,
fixé la nuit comme s'il cherchait une issue. Arrivée devant sa villa, elle laisse rester assise un long moment, incapable de bouger. Puis elle a pris ma main et m'a murmuré « Si demain je ne reviens pas, souvenez-vous de cette nuit ». Ces mots m'ont brûlé l'âme. Elle a ouvert la porte, disparu dans l'allée sombre, et je ne l'ai plus jamais revue. Le lendemain matin, la presse annonçait sa disparition. La villa était vide, ses affaires en ordre, comme si elle s'était volatilisée. Mais moi, je savais qu'il y avait plus. Je portais en moi ces derniers instants, ces regards fuyants, ces confidences muettes, et ce poids ne m'a jamais quitté. Après la disparition de Marguerite, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je revoyais son regard fuyant, ses mains glacées serrant cette enveloppe mystérieuse. J'ai su alors que derrière son sourire public, elle cachait des secrets bien plus lourds que ce que le monde mondain pouvait imaginer. Dans son hôtel particulier de Neuilly, j'avais été témoin de rendez-vous étranges. Des hommes politiques arrivaient discrètement par l'arrière, leurs voitures sans plaques officielles stationnées dans l'ombre. Marguerite les recevait avec une élégance irréprochable, mais ses yeux se voilaient après chaque visite. Une fois, alors que je rangeais ses valises après un voyage à Genève, j'ai trouvé un carnet de cuir noir dissimulé sous un foulard Hermès. Les pages contenaient des initiales, des montants et des lieux. Zurich, Monaco, Dubaï. C'était le registre d'un réseau financier caché, un empire parallèle. J'ai compris que Marguerite n'était pas seulement une héritière capricieuse, elle était la gardienne involontaire d'un système où fortunes et scandales s'entremêlaient. Chaque dîner de gala n'était qu'une façade. Derrière les rires et les coupes de cristal, il y avait des pactes d'ombre et des menaces à peine voilées. Son mariage arrangé avec Philippe Dubois, industriel puissant, n'était qu'une vitrine. En réalité, elle entretenait une liaison secrète avec un ministre, homme marié et redouté. Leurs rencontres étaient réglées comme des opérations clandestines, un parfum oublié, une cravate échangée, une mèche de cheveux sur une veste. Mais il y avait pire, des murmures circulaient parmi le personnel. On parlait d'une fille cachée, née d'une passion interdite. J'avais surpris Marguerite au téléphone, la voix tremblante, disant « Je ferai tout pour te protéger, même contre eux ». Ce « eux » résonne encore dans ma tête. Chaque fois qu'elle revenait d'un de ses voyages rapides en Suisse, elle paraissait plus pâle, plus lasse, comme si une partie d'elle se dissolvait dans les couloirs des banques et les suites d'hôtels luxueux. Elle s'asseyait à l'arrière de la voiture, ses larmes coulant silencieusement, ses diamants reflétant sa douleur. J'ai compris trop tard que ces secrets formaient un piège. Marguerite savait trop de choses, les comptes cachés, les amours interdites, les alliances fragiles. Elle était devenue à la fois indispensable et dangereuse pour ceux qui régnaient dans l'ombre. Ce carnet noir, je ne l'ai jamais revu. Quelques jours après l'avoir trouvé, il avait disparu de la villa. Quand j'ai osé interroger discrètement une domestique, elle m'a répondu d'un ton sec. « Il vaut mieux ne rien savoir, monsieur Morel. » Son regard effrayé en disait plus que ses mots. Ainsi se dessinait un portrait que personne n'osait voir, celui d'une femme prisonnière d'un monde qu'elle illuminait. Ses secrets n'étaient pas seulement les siens, mais ceux d'une élite prête à tout pour survivre. Et moi, témoin muet, je portais désormais la clé d'un labyrinthe dangereux. Après les premiers jours d'enquête, j'ai compris que l'affaire Dubois ne serait jamais traitée comme une disparition ordinaire. Trop de noms influents gravitaient autour d'elle. Chaque fois que j'évoquais Marguerite, les visages se fermaient, les voix baissaient, comme si son nom appartenait déjà au secret d'État. Le cercle du pouvoir qui l'entourait était impénétrable. Ministres, financiers, magnats de l'immobilier, tous se retrouvaient autour de la même table, partageant des dîners où le vin coulait à flot et où les accords se scellaient d'un simple regard. J'étais là, toujours en retrait, observant l'éclat artificiel de ces soirées où une décision pouvait faire basculer un pays. Marguerite y jouait un rôle ambigu. Elle n'était pas seulement une épouse décorative, elle devenait confidente, muse, parfois même médiatrice. Je l'ai vue consoler un PDG en larmes après une défaite financière et séduire un sénateur réticent pour obtenir une faveur. Son charme n'était pas une arme, mais une prison dorée. Je me souviens d'un dîner particulier, dans un manoir à Versailles. Les murs étaient couverts de tapisseries anciennes, les chandeliers reflétaient des éclats d'or sur les visages figés des invités. Marguerite s'est assise à côté d'un prince du Golfe, tandis que Philippe, son mari, échangeait des sourires avec un ministre français. Ce soir-là, je l'ai vu boire plus que d'habitude, comme pour étouffer une peur invisible. Les conversations que je surprenais parlaient rarement d'art ou de culture. C'étaient des affaires de contrats militaires, de marchés publics, de comptes bancaires exilés dans les paradis fiscaux. Marguerite, silencieuse, observait tout. Elle n'avait pas choisi ce rôle, mais elle en était devenue un rouage essentiel. À plusieurs reprises, elle m'a confié dans la voiture qu'elle se sentait prisonnière. « André, ils croient que je leur appartiens, mais je ne suis qu'un pion dans leur jeu », m'a-t-elle murmuré une nuit. «
ses yeux embués de larmes. Je n'ai su que répondre. J'étais son chauffeur, pas son sauveur. Les regards des hommes du cercle étaient toujours ambigus, fascination et menace à la fois. Marguerite représentait le luxe, la tentation, mais aussi le danger. Il savait qu'elle en savait trop. Et pourtant, il continuait à l'inviter comme si son absence aurait été plus compromettante que sa présence. Je n'oublierai jamais le gala du Louvre, où un magnate de l'énergie, enivré, l'a prise par le bras d'un geste possessif. Elle a esquissé un sourire, mais ses yeux me cherchèrent dans la foule, implorant une aide que je ne pouvais pas lui donner. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle vivait encerclée, sans issue. Le cercle du pouvoir ne pardonne pas. Ceux qui s'y opposent disparaissent ou sont réduits au silence. Et Marguerite, avec ses secrets, était devenue une menace. Je le sentais à chaque regard échangé, à chaque rire trop forcé, à chaque silence pesant. Quand elle m'a confié qu'elle voulait tout quitter, j'ai compris que son destin était déjà scellé. Elle avait vu derrière le rideau, elle connaissait trop bien les marionnettistes. Dans ce cercle où la loyauté n'existe pas, sa disparition n'était pas une tragédie, mais une nécessité. Lorsque la police a officiellement ouvert l'enquête, j'ai cru naïvement que la vérité surgirait. Mais très vite, j'ai compris que certaines pistes étaient soigneusement écartées. Les inspecteurs posèrent des questions convenues, évitaient un certain nom, comme si un mur invisible limitait leur champ d'action. J'ai tenté de leur parler de l'enveloppe remise au Ritz, de ses voyages fréquents à Genève, des visites nocturnes de ministres. Mais chaque fois, mes mots disparaissaient, dans un silence gêné. L'un d'eux m'a même glissé. « Monsieur Morel, pour votre bien, contentez-vous de conduire. » C'est alors que j'ai commencé ma propre enquête. Je n'étais pas détective, juste un chauffeur dévoré par la culpabilité. Mais je connaissais ses habitudes, ses itinéraires secrets, ses confessions arrachées à la nuit. J'ai décidé de suivre ses traces, même si chaque pas me rapprochait du danger. Ma première découverte fut un appartement discret à Saint-Germain-des-Prés. Marguerite s'y rendait parfois, toujours seule. L'endroit sentait le parfum, mais aussi la peur. Des dossiers entassés, un coffre vide. Et sur la table, une photo déchirée d'elle aux côtés d'un homme politique connu. J'ai voulu transmettre ces éléments à un journaliste de confiance, mais avant même notre rencontre, il a annulé. Sa voix tremblait au téléphone. « L'affaire Dubois, on ne peut pas l'écrire. Trop de risques. » Sa peur confirmait ce que je savais déjà. Marguerite s'était aventurée trop loin. En fouillant davantage, j'ai découvert qu'elle avait pris contact avec une avocate spécialisée dans les affaires de corruption internationale. Le rendez-vous prévu n'a jamais eu lieu. L'avocate a disparu des radars, déménageant soudainement à l'étranger. Encore une piste étouffée. Plus je cherchais, plus les menaces se rapprochaient. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé ma porte entr'ouverte. Rien n'avait été volé, mais sur ma table de chevet, il y avait une clé USB, laissée comme un avertissement. Dedans, une seule phrase, « Ne creusez pas ». Je vivais désormais dans la peur, surveillé, traqué peut-être. Pourtant, la mémoire de Marguerite me poussait à continuer. Chaque détail que je découvrais confirmait qu'elle avait voulu briser le cercle, qu'elle préparait une révélation qui aurait fait trembler Paris. Les pistes officielles parlaient d'une fugue amoureuse ou d'un caprice d'héritière. Mais moi, je savais, elle n'avait pas fui. On l'avait réduite au silence. Et les véritables coupables se cachaient derrière des façades respectables, des bureaux dorés, des photos souriantes dans les journaux. En suivant ces chemins interdits, je m'étais condamné. Je le savais. Mais comment fermer les yeux quand chaque pas me rapprochait non seulement d'elle, mais aussi de la vérité qu'elle voulait dévoiler? Marguerite n'était pas partie volontairement. On l'avait effacée, et je devais retrouver pourquoi. Les semaines passaient, et je sentais la vérité m'échapper. Pourtant, un détail me hantait. Cette enveloppe que Marguerite m'avait réclamée au Ritz. C'est en fouillant dans ses affaires restantes que j'ai trouvé un double, soigneusement dissimulé derrière une photo encadrée. À l'intérieur, des copies de documents bancaires, des contrats signés, et surtout une liste de noms. Des personnalités politiques, des chefs d'entreprise, des héritiers de grandes familles françaises. Tous liés par des transactions occultes, tous impliqués dans un réseau de corruption qui dépassait l'imagination. Je compris alors que Marguerite n'était pas seulement une victime, elle s'était transformée en menace pour cet empire invisible. Elle possédait les preuves capables de ruiner des carrières, de faire s'effondrer des fortunes, de briser l'image impeccable de familles respectées. Mais il y avait plus. Parmi les dossiers figurait un certificat de naissance étranger. Le nom de Marguerite n'y apparaissait pas, mais le mien, je l'ai entendu résonner en silence. J'ai compris qu'elle protégeait un enfant, fruit d'une liaison interdite, qui aurait pu révéler au grand jour le double visage d'un homme puissant. Cette découverte m'a brisé. Marguerite avait choisi de se battre seule, de porter ce fardeau sans jamais m'en parler directement. Elle savait que je l'aurais suivi jusqu'au bout, mais elle voulait m'épargner. Elle s'était condamnée pour protéger ceux qu'elle aimait, et moi, je n'avais rien vu. J'ai tenté de transmettre les documents à la police, mais on m'a ri au nez.
Quelques jours plus tard, ma voiture a été vandalisée, les vitres brisées, et un mot tracé sur le siège, oublié. C'était la preuve que mes pas étaient surveillés, que je m'étais approché trop près. Alors j'ai pris une décision insensée, cacher les preuves loin de Paris, dans un lieu où personne ne penserait à chercher. Une petite maison en Bretagne, héritée de mon père, devint le sanctuaire de cette vérité enfouie. Les dossiers y dorment encore, comme un cœur battant sous terre. Marguerite n'a jamais reparu. Son absence s'est transformée en rumeur, puis en silence. Les journaux ont cessé d'en parler. Les élites ont détourné le regard, et la société a vite remplacé son nom par d'autres scandales. Mais moi, chaque nuit, je continue de l'entendre frapper à ma mémoire. J'ai compris que sa disparition n'était pas un hasard, elle était le prix payé pour avoir voulu briser le cercle du pouvoir. Dans ce monde, la vérité n'a pas de place, et ceux qui tentent de la révéler disparaissent dans l'ombre. Aujourd'hui, je parle enfin. Non pas parce que je crois que la justice triomphera, mais parce que Marguerite mérite de vivre encore dans nos mots. Elle n'a pas seulement disparu, elle est devenue le secret le plus dangereux de la haute société française. Et moi, son témoin impuissant, je garde la clé de son histoire. Les années ont passé, mais je n'ai jamais trouvé la paix. Chaque fois que je conduis la nuit à travers Paris, je crois apercevoir son reflet dans une vitrine, son parfum dans une ruelle. Marguerite n'est plus là, mais son absence continue de m'accompagner comme une ombre fidèle et cruelle. Je me demande souvent si la vérité finira par éclater. Les puissants qui l'ont fait taire dorment-ils tranquilles ? Peut-on vraiment effacer une femme de ce monde en la réduisant à un simple silence ? Je n'ai pas de réponse. Mais je sais que la justice, quand elle se cache trop longtemps, finit toujours par se transformer en fantôme. Voilà pourquoi je vous ai livré ce récit, pour que Marguerite Dubois ne soit pas oubliée, pour que son nom traverse encore les voix de ceux qui écoutent. Et si un jour la vérité ressurgit, souvenez-vous de ces derniers mots. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, pour une autre histoire où le luxe et le mystère se mêlent aux ombres les plus profondes.